Le jour où j'ai mis les pieds sur ce moulin simplement pour la visite, j'avais comme vraiment une impression d'y être déjà venue et de me retrouver sur quelque chose, sur un lieu qui m'était familier. On est de passage et je crois qu'on est là pour transmettre quelque chose. Ça va très loin. Vous imaginez bien la vie des gens qui vivaient à cette époque-là. C'est eux qui sont derrière moi et qui poussent. On retrouve le travail de l'homme pour plusieurs siècles. Lorsque l'on va dans la machinerie, vous avez une cheminée où on vous dit que c'est une cheminée à arbre debout. L'arbre restait droit et se consumait tout doucement. La cheminée restait allumée en permanence, non pas pour le confort des habitants, mais pour entretenir justement les grains, la farine, qui était un bien précieux à l'origine. Tout dépend du vent. C'est là qu'entre autres se situe l'art du meunier, en fait. Savoir apprécier à l'avance le vent et mettre la toile en conséquence. On n'appuie pas sur un bouton pour le mettre. Oh là, pas du tout. Alors d'abord, se lever de bonne heure, puisqu'il faut 1h30, 2 heures. Grimper à l'échelle, rentrer dans la hucherolle et y passer 3/4 d'heure pour graisser les engrenages, qui sont entièrement en bois, en cormier. Alors évidemment, il s'userait très vite s'il n'était pas graissé, bien sûr. Vas-y doucement. Hein. On pousse plus vers le bas. Ensuite, on pousse sur l'échelle pour déplacer les 12 tonnes de bois de la hucherolle et mettre l'ensemble face au vent. Enfin, on met les toiles et il faut 30 minutes pour mettre les toiles. Alors c'est un bateau immobile. Oui. Mais bon, le bateau peut fuir devant la tempête, pas le moulin. Pensez donc, des vergues de 16 mètres de long, 12 tonnes de bois, 42 mètres carrés de toile, quand tout est mis. Il faut anticiper sans arrêt. Aussi bien sur le vent que sur les réactions du moulin. Sinon, on court le risque d'emballement et de dégâts sérieux. Et après ça démarre. Ce doit être un grand moment, chaque fois que vous lui dites « Allez, va mon grand, pars ». Oui. Mais bon, on ne peut pas trop se laisser aller à l'émotion. Il faut alimenter rapidement, ne pas le laisser s'en aller comme ça, sans frein. Et le premier frein, ce sont les meules, plus ou moins serrées. Il faut toujours qu'il y ait du grain entre les meules, et la trémie doit être remplie par bon vent toutes les 20 ou 30 minutes. Les meules ici sont en silex. Quand il n'y a pas de grain entre, elles font des étincelles. Et la poussière de farine s'enflamme très facilement. Des dizaines de moulins ont terminé leur carrière comme ça, par un incendie. Vous êtes averti alors? Oui, par la clochette. La clochette avec son système semi-automatique du XVIIe, XVIIIe siècle, qui me prévient justement quand la trémie est presque vide. Vous l'écoutez parler, votre moulin? Oui, bien sûr. Le grondement des meules, le tic-tac du babillard. Ça tourne, ça vibre, ça bouge. C'est le moyen d'expression du moulin. C'est sa façon de parler, bien sûr. Sa façon éventuellement de souffrir, d'ailleurs aussi, d'exprimer sa souffrance. Lui, il parle son langage. Et c'est à moi d'en tirer les enseignements voulus. Il y aurait dans un moulin un chœur à l'unisson de celui de Maître Cornille et autres Maître Pierre. On avait beaucoup de gens qui venaient nous voir, vous comprenez. Ils apportaient leur grain pour le moudre. Eh bien, j'avais été bien malade. La première fois que je suis retourné dans mon moulin, j'ai pleuré. C'est une histoire sentimentale. Je dis maintenant à mes successeurs, conservez-le le plus longtemps possible, ne serait-ce que pour me faire plaisir. Tous les meuniers sont amoureux de leur moulin. Oui, c'est tout de même un bâtiment du XVe siècle, ce qui le rend attachant. En particulier quand j'y travaille avec ma femme. Le moulin, c'est un plaisir. Être à deux, c'est encore mieux. Et puis un jour, il est tombé.
Une nuit de la Saint-Victor, qui est une patron des meuniers. Le 21 juillet 92, nous étions là et il tombait. Alors Hélène et Michel vendent tout ce qu'ils possèdent, s'endettent pour sauver le grand oiseau blessé. Il revient à la vie, mais leur mission achevée, nos amis n'ont plus la force. Quelqu'un viendra-t-il après eux écouter craquer les ailes du vieux moulin? Tout dépend de la vocation qu'aura ce moulin par la suite. Le restaurer pour avoir une silhouette, quelque chose de statique, ça n'a aucun sens. C'est sûr que si c'est pour en faire un nightclub, j'en serais pas enchantée. Hein. C'est comme un outil. Un outil, il faut qu'il serve. C'est sa vocation. C'est la vie, c'est la continuité. Le papier est une histoire d'eau. Très pure, très peu calcaire, l'eau du Forez a donné naissance aux moulins de la région. Ensemble, depuis le XIVe siècle, ils accompagnent le papier et les papetiers auvergnats. Une poignée d'entre eux résistent encore à la production mécanique et ignorent toujours la pâte à papier faite de bois. Eux ne conçoivent le papier qu'à travers du vieux linge, du coton, du chanvre ou du lin de préférence. Pour 100 feuilles de papier, 7 kg de chiffon sec et 50 litres d'eau sont nécessaires. Les maillets, activés par la roue à aube, défibrent et raffinent le chiffon en l'écrasant, en le réduisant en bouillie. Après 36 heures, le linge retrouve son état originel, des fibres de cellulose végétale. La pâte, lavée par l'eau de source, est alors versée dans la cuve de travail, chauffée à 30 degrés. Commence alors l'ouvrage proprement dit, les fibres sont puisées à travers un tamis, la pâte devient feuille. Pressée contre un feutre de laine, elle prend consistance, les mêmes gestes transmis depuis des siècles. En voyant au début faire les anciens, petit à petit on a appris des choses, tout doucement à faire le papier, après à le coucher, insensiblement. Les feuilles gorgées d'eau sont ensuite mises sous presse 100 par 100 et égouttées au maximum. Le cabestan multiplie l'effort, la pression est d'environ 40 tonnes. Les gestes sont restés rigoureusement les mêmes, exigent une grande maîtrise de soi, maîtrise du geste, de la main, du coup d'œil, un aspect qui semble parfois répétitif, mais qui en fait s'enchaîne d'une façon extrêmement harmonieuse. Le pressage achevé, les feuilles peuvent être délicatement manipulées et séparées des feutres de laine. Les feuilles ont alors besoin d'air, elles sont portées aux étendoirs, sorte de greniers ouverts sur l'extérieur. Elles y resteront 5 ou 6 jours selon les saisons pour sécher le plus régulièrement possible. Elles sont étendues 2 par 2, une astuce pour équilibrer leur humidité interne avec celle de l'atmosphère. Elle est très fragile la feuille, là, parce qu'elle vient juste d'être pressée, donc encore 20% d'eau. Donc très fragile, le moindre pli se remarquera tout le temps. Débarrassé de la moindre aspérité ou définitivement écarté, le papier gagne alors ses lettres de noblesse. Il devient livre d'art, estampe, gravure ou lithographie, autant d'usages toujours d'actualité. Le papier a encore de longs jours devant lui. Par exemple, l'informatique a été, dans les années 70, on a cru que le papier allait disparaître des bureaux. En fait, c'est tout à fait le contraire. On n'a jamais consommé autant de papier pour les listings, pour tous les tirages informatiques que de nos jours. Le papier fait main cultive sa différence. 400 feuilles, pas une de plus, sortent chaque jour du moulin d'Ambert. Les hommes y parlent chiffon depuis des siècles. La bagatelle ici, le très chaste vertige de la page blanche. J'ai tout appris de mon grand-père. Il m'a appris le métier. Et évidemment, il a fallu se mettre au boulot, tout jeune. Il faut dire que les meuniers avaient un travail très dur. Depuis à 6 h du matin, ils étaient levés déjà. Ils travaillaient jusqu'à 11 h le soir.
Mais oui, parce qu'il fallait pouvoir entretenir. Il faut faire le graissage déroué à l'aide de morceaux de savon de Marseille. Les roués sont faits avec du bois très dur. Et le plus dur, c'est le cormier, parce que le cormier est un bois qui ne se déforme ni à la chaleur, ni à l'humidité. Quand il est graissé régulièrement, ne s'use pas. Et ça va très bien. Je fais de la farine complète ici. Elle n'est pas raffinée, mais beaucoup de boulangers, à l'époque où nous vivons, recherchent à faire du pain avec de la farine de meule complète. Que ce soit très bon, quoi. Ah, c'est ma passion, oui, ce moulin. Quand on est né en quelque part, sans doute, qu'on a eu sa famille qui a toujours baigné dans ces vieux moulins, on a la passion. Et c'est pour ça que, bon, j'ai su toujours mener l'eau au moulin, comme on dit. Et oui. Voilà comment mon grand-père faisait pour nos petites campagnes que nous avions, où les gens allaient chercher de la farine à dos de mulet. Bon, il fallait bien que le moulin tourne beaucoup. J'ai continué et ça va très bien. Il peut dormir tranquille, le grand-père. Son moulin a survécu au temps, bien caché au bout du chemin perdu. Pensez donc 6 siècles de labeur à moudre le blé et l'hiver à écraser les noix pour la meilleure huile du monde, bien sûr. Prenez le manche à deux mains. Oui. Et paf. Moi, quand ma fille apprenait à accordéon, c'est pas dit. C'est l'occasion de se réunir entre amis, de raconter des histoires en patois, puis on appelle ça des gnorles. Elles volent haut ou bas. On s'amuse, quoi. Heureusement, ça fait partie des plaisirs de la vie aussi, d'avoir des femmes qui ont le doigté pour attraper les noix. Et les trier. On se détend comme vraisemblablement nos ancêtres le faisaient à de telles occasions. Alors, vous êtes un périgourdin? Non, je ne suis pas un périgourdin. Les périgourdins, ce sont les habitants de Périgueux. Je suis un périgordin, habitant du Périgord. Né en Périgord, meitati, meitapor, comme on dit chez nous. Pour fabriquer l'huile de noix, il faut qu'il y ait plusieurs personnes. Tout est manuel. Une installation du XIIIe siècle, ça n'existe plus. Il faut savoir. Il faut des gars qui connaissent, qui savent faire. S'ils ne savent pas faire, ils m'écoutent. Il faut qu'ils m'écoutent. Et alors tout le monde est réjoui de m'écouter, quoi. Attention les doigts. Personne qu'on arrive vers elle, René. Hein? Personne qu'on arrive vers elle qui n'est pas. On fait ça comme dans le temps, voilà. Il faut compter pas loin d'1 heure. Ce qui compte le plus dans la poêle de François, c'est de ne pas arrêter. On est deux, un de chaque côté. Il faut éviter que les cerneaux se collent à la poêle. On se croise et quand on a tourné d'un côté, on repart de l'autre. Allez, c'est bon. Si ça crame, si ça colle, je parle pas toi. Cacrément, caricot cramé. Voilà. Et moi, je vous dirais que je fais ça depuis mon jeune âge. J'ai été toujours paysan, c'est-à-dire agriculteur, paysan, depuis mon jeune âge. Oui. On presse assez fort quand même, on presse entre 20 et 25 tonnes à la presse, à huile. Alors il faut quand même que ça presse. Ça commence à craquer. 30 kilos de cerneaux font 15 litres d'huile. Ça fait moitié après. Mais l'huile c'est saisonnier. Parce que moi je fais que du travail à façon. Les gens viennent, ils me portent des cerneaux, je fais leur huile de campagne à... On croirait de l'or.
Et moi, je vous dirais que c'est notre huile à nous. Voilà. Ça va. Un bon meunier, il sent souvent le temps du lendemain. Par exemple, quand il y a le vent un peu irrégulier, ou bien qu'il fait de gauche à droite, c'est sûrement que le temps il va changer. Puis un jour que le vent il venait, vous tournez toute la nuit. C'était mes deux frères qui faisaient tourner le moulin. On faisait de tout, hein. On concassait de l'avoine, on concassait des fèves, hein. On faisait des pois, on concassait des pois et tout, et puis on faisait de la farine. Hein. S'il y a bien un endroit où l'on peut écouter ce vent du nord craquer, un endroit où on l'entend s'écarteler, c'est bien entre les rouages d'orme et de charme d'un moulin. Ici, le génie de l'homme a pu maîtriser le souffle des rafales en une énergie régulière, utile. Le travail du meunier, justement, c'est ça. C'est de sentir la farine et de la faire la plus fine possible. C'est tout l'art du meunier, là. Le métier de meunier, c'est aussi entendre les bruits. Et à un moment, ça s'entend, ça fait du bruit, ça parle. Et il en a fait parler des moulins, Jean Bruggemann. Il y a 20 ans, il n'était plus que 2 à tourner dans l'indifférence régionale. Les autres moulins avaient été renversés par les tempêtes, décapités par les guerres ou tout simplement abandonnés par leurs propriétaires. Grâce à l'obstination de cet ébéniste dessinateur, 24 moulins ont depuis retrouvé leurs ailes. La RAM, l'association qu'il a créée en 1973, s'est occupée dans un premier temps de convaincre les communes, de préparer les montages financiers, d'offrir surtout une aide technique et de rechercher les entreprises. Le musée des moulins qu'il a installé à Villeneuve d'Ascq a concrétisé enfin le lien affectif qu'il y avait entre les gens du Nord et leurs moulins. Regardez dans le Nord-Pas-de-Calais, qu'est-ce qu'il y a comme monument connu mondialement? Quoi? La cathédrale Notre-Dame de la Treille à Lille? Bon, ça m'étonnerait quand même. Les beffrois, quelques beffrois, encore qu'en Belgique, il y en a des plus beaux. Il y a finalement très peu de choses. Donc, mais nous avons nos moulins, qui sont quand même parmi les plus grands et les plus beaux de France. Au début du 19e siècle, la région Nord-Pas-de-Calais comptait près de 1500 moulins à vent. L'arrondissement de Lille en dénombrait à lui seul près de 600. Aujourd'hui, aux 37 moulins remis en état de marche, viendra s'ajouter un moulin tout neuf. La RAM en a fourni les plans, le pionnier qui s'est lancé dans l'aventure a pu se faire offrir le bois, en a taillé un arbre moteur et un pivot, il a même récupéré une ancienne tête d'aile en fonte. Le coût du moulin en toute taxe doit être aux environs de 1 750 000 francs installés sur la butte. Et si tout va bien, et avec quelques autres mécènes, vous l'avez bien compris, ce moulin pourra fonctionner sur cette hauteur de Stenvord d'ici l'an 2000. Meunier, tu dors, ton moulin va trop vite, meunier, tu dors, ton moulin va trop fort. Non, mon père dormait jamais, hein. Thérèse Vercruys aime faire visiter le moulin de son père. Le moulin du Nord d'Onscott est le plus vieux moulin d'Europe, puisqu'il date de 1127. Les meuniers successifs ont inscrit leur nom sur la vieille charpente. C'est aussi le moulin préféré des photographes et des aquarellistes. Il y a même une petite légende. Hein. Dans le moulin, il y a une petite glace. Comme ils étaient payés en nature, ils prélevaient une quantité de grains moulus pour eux. Alors ils se regardaient dans la glace. Quand ils commençaient à rougir, ils arrêtaient. Avec l'église, le moulin était le vrai centre de vie du village. À Beskep, on s'en souvient puisqu'on a installé un estaminet dans l'ancienne maison du meunier. L'occasion de rappeler que les ailes d'un moulin dans cette zone frontalière étaient d'une aide précieuse pour la contrebande de tabac, bref que ces ailes possédaient en elles-mêmes un langage universel. Vous avez le moulin comme ça, la naissance c'est une aile qui arrive, donc le moulin, les ailes sont comme ça. Un décès, les ailes sont comme ça. Et un moulin qui est pile en croix, c'est un moulin qui est à l'arrêt provisoirement. Bon, des petits travaux, il faut le regresser, il faut le refaire, mais il a du boulot. Contrairement à un moulin arrêté comme ça, c'est un moulin où il n'y a plus de travail, c'est fini.
Si les ailes du moulin de Watt se sont mises en croix de Saint-André, c'est qu'elles ne font plus vivre de meunier depuis longtemps. Elles tournent pourtant plus que jamais, encouragées par une association de passionnés, tout simplement pour le plaisir des yeux et la beauté du site. Tous les jours, je suis en route au moulin. Je passe toujours 1 heure le matin pour tout vérifier, voir s'il n'y a rien qui va mal. Alors le dimanche matin, je viens porto-graisser de manière qu'on peut le faire tourner vers 14 heures. Si l'action de la rame a été très positive dans la sauvegarde de ce patrimoine, les meuniers, eux, ne peuvent être restaurés et disparaissent peu à peu. L'objectif est donc aujourd'hui de former des meuniers bénévoles avec l'aide d'une association similaire en Belgique, à l'image de ce qui se fait déjà aux Pays-Bas. Ce sera un peu pour le folklore, quoi. Mais surtout pour l'entretien des moulins. Pour l'animation, mais l'entretien du moulin lui-même. Parce qu'un moulin qui ne tourne plus se dégrade très vite. Donc il faut que ça tourne. Et pour cela, il faut des gens compétents, qui sachent pas tourner les moulins, parce que c'est quand même délicat. C'est une machine vivante, et qui pendant des siècles, presque un millénaire, a servi à nourrir la population, des centaines de générations d'hommes et de femmes. Ça mérite le respect quand même. Toute la nuit, le camion a sillonné la ville. À l'aube, le livreur de farine branche sa pompe chez un dernier client. C'est comme ça tous les matins, en Boulange, du meunier à l'artisan, il faut bon blé, bon œil. Un meunier heureux, c'est un meunier dont le moulin tourne. Et c'est surtout un meunier qui a des boulangers qui sont eux-mêmes heureux. Il y a des boulangers de plus en plus nombreux qui viennent chercher la farine au moulin. C'est pas un meunier, c'est pas un homme seul. Ça ne doit pas être un homme seul. C'est un homme entouré de boulangers. Au moulin de Grillon, on moule le blé au bord de l'Orge. On a la chance d'être placé dans la Beauce et d'avoir dans ce grenier à blé un choix important de variété et de provenance. Parce qu'à quelques kilomètres près, le terroir est différent. On aime bien se rendre compte sur place, l'été, au moment des moissons, on va dans les champs avec les agriculteurs voir ce qui se passe. Si le blé a mûri d'une manière normale, on devrait travailler encore plus main dans la main en sachant que telle céréale convient mieux pour tel pain. Meunier. Au niveau de la technique du moulin, ça n'a pas beaucoup changé. Heureusement, parce que la technique est bonne, c'est un bel outil. C'est un outil qui nous fait rêver encore au métier d'autrefois et des machines qui ont pour certaines 60 ou 70 ans et qui, bien entretenues, peuvent durer encore très longtemps en utilisant ces farines de meule de pierre. Et la meule de pierre a surtout l'avantage de préserver les substances du blé. Ça, nos ancêtres l'ont toujours fait. Et nous n'avons pas de raison d'arrêter aujourd'hui. On fonctionne effectivement jour et nuit. Je crois qu'un meunier va mal lorsque son moulin s'arrête. C'est beaucoup de surveillance, beaucoup de maîtrise de ce grain de blé jusqu'à la farine. Et la maîtrise, c'est de toucher les produits. On touche les farines pour voir si elles sont finies. Et puis, on a surtout cette oreille qui sait si tout va bien dans le moulin, en fait. Un ronronnement permanent, l'oreille est très importante. La meule vous parle. Elle parle, elle chante. Elle chante parce qu'on entend les produits qui passent à travers la meule. Un bruit un peu sourd de pierre contre pierre. Et puis la farine ou le blé dans les tuyaux, dans toute cette tuyauterie de moulin, c'est synonyme de bon fonctionnement. Le meunier qui habite dans son moulin, c'est permanent, ça bouge. Tel un bruit de cargo qui voyage. Vous verrez nécessairement les cadres un petit peu de travers et on ne peut pas l'empêcher. Les enfants sont habitués, surtout le grand, qui dort près du moulin et a tendance à se réveiller lorsque le moulin s'arrête. Par contre, le ronronnement permanent de ces machines, je pense, l'endort. Je crois qu'il a des très bonnes nuits et des très beaux rêves. Dans notre moulin, il faut que la farine prenne du plancher, c'est une expression ancienne,
il faut qu'elle se repose avant de partir chez les boulangers. Nous avons un fournil, nous testons les farines, voir comment elle réagira. Elle vit la pâte. Oui. Les boulangers ont beaucoup de respect pour cette pâte. On dit toujours elle va bien ou elle ne va pas bien. Et c'est pas une personne, c'est simplement la farine. Il s'aperçoit que sa pâte lisse bien et au toucher, il a véritablement l'impression d'avoir la peau d'une femme, quelque chose de très sensuel, un contact entre cette pâte à pain, on ressent quelque chose. Le résultat d'un travail bien fait. Respecter le temps de faire le pain, c'est un événement chaque jour. On le tape pour effectivement comprendre si la croûte est bien réalisée ou pas. Le volume du pain, la manière dont la grigne du pain s'est formée, cette fameuse petite croûte qu'il y a sur les baguettes de pain, ouais, du bon blé, du bon pain. Au début du siècle, les consommations de pain étaient bien différentes. Près de 900 grammes, je crois, par jour par habitant. Aujourd'hui, avec ces 140 grammes par jour par habitant, on est loin d'avoir un équilibre alimentaire comme on devrait avoir. Les gens se porteraient mieux. C'est un aliment bon et pas cher. C'est bon, vous lâchez. D'abord, nous avons creusé pour récupérer des pierres pour continuer à construire, à remettre en place ce qui existait autrefois. Et c'est là que nous avons découvert des morceaux de meule. 2 mètres renflouis à la base, sous des cailloux qui avaient tombé du bâtiment quand il était à moitié détérioré, en somme. Sur les côtes déchirées de Bretagne, on sait depuis le Moyen-Âge tirer profit de l'énergie des marées. Sur les terres d'Armorique, les moulins n'étaient pas tous à vent. Une centaine d'entre eux étaient, selon l'expression, à mer ou à marée, c'est-à-dire actionnés par le mouvement des flots. Oui, à marée montante, l'eau rentre dans l'étang pour faire une réserve. Et lorsque la mer s'est retirée, à partir de mi-marée à peu près, l'eau peut s'écouler. À ce moment-là, le meunier peut commencer à travailler jusqu'à ce que la mer revienne sous la roue, c'est-à-dire 6 heures après à peu près. Édifié au début du XVIIe siècle, au bout d'une digue longue de 140 mètres, le moulin du Birlot a broyé le froment, l'orge et le blé noir jusqu'aux années 1920. C'est du moins le souvenir qu'en garde Yves Léon, ancien maire de Bréa. J'avais 5 ans. Et vous vous en souvenez? Je m'en souviens très bien. Parce que j'avais trouvé que c'était assez curieux de venir voir la roue tourner. Et puis de voir les meuniers là travailler, les bratins qui venaient avec leurs brouettes, ou la charrette avec l'âne, pour moudre le grain, et ils repartaient avec la farine et le son. En quel état était le moulin lorsque vous avez commencé les travaux? Eh bien, quand la commune l'a racheté en 1990, voilà l'état assez piteux dans lequel il était. Donc la toiture en fibrociment avait été soufflée par la tempête de 87 et les murs s'écroulaient, on le voit bien là. Quelques archives, des photos d'autrefois, ont guidé la conception générale de la rénovation du moulin. Les volontaires et les bénévoles se chargent des tâches de déblaiement, de dégagement, mettant récemment à jour l'axe de la grande roue. Pour la charpente et le toit de chaume, l'association a dû faire appel à des gens de métier. Vous avez eu au départ l'idée d'œuvrer pour le patrimoine? C'est pour le patrimoine commun, certainement, de façon à expliquer aux enfants que la farine, ça ne se trouve pas que dans les étalages de supermarchés, de leur expliquer comment c'était fait et que la vie de l'île, en fait, tournait autour de ce moulin. Le travail accompli par l'association du Moulin du Birlot a reçu cette année le premier prix du concours organisé par le Chasse-Marée, une revue spécialisée dans la mise en valeur de tous les aspects du patrimoine maritime. Mais pour aller plus avant, mettre en place la vanne de travail, réinstaller une roue, les bras ne suffisent pas. Reste comme toujours à débusquer le généreux mécène qui manque encore. Mangez des olives et mangez de l'huile le plus possible, vous viendrez vu comme un olivier. Allez vite, viens. Il y a 62 ans que je fais ça. Seulement, il n'y en a plus qui font l'huile comme ça, à l'ancienne. Ça, c'est le naturel. Il est du XVIIe siècle, alors vous pensez. En 1904, mon père, qui était plus âgé que tonton, c'était un des moulins où on en faisait le plus. Les gens venaient encore avec des chevaux. Hein. Tout le monde apportait sa cargaison et à midi, ils mangeaient tous dehors, ramassaient son huile et s'en allaient le soir. C'était folklorique.
5 kilos d'olives pour 1 litre d'huile, la pulpe avec. À l'ancienne, on l'a fait comme ça depuis 4 siècles. C'était déjà ses meules et ses presses. Ça ne prend pas en 5 minutes, hein, il faut du temps. Hein. C'est bon pour tout. À froid, c'est quelque chose, ça. Hein. Il faut y être presque un peu né. La pâte, on la touche, on la regarde, on la modèle à notre goût. Ça se fait tout à l'œil. Quand on la touche, on se rend compte si elle est assez humide ou pas assez humide. Il faut qu'elle soit compacte, mais suffisamment souple pour pouvoir bien l'étaler dans l'escorteau. À peine réchauffée, l'eau de source fume. Des fois, on n'en met même pas. Tout dépend de l'olive, du terroir. Il n'y a rien de meilleur pour la santé. Nos scourtins, ce sont les derniers de cette fabrication. Hein. Ce sont des scourtins à poche. Hein. Il faut les remplir à l'intérieur. Hein. Ils sont en fibre de coco. Hein. Et l'huile le filtre très bien à travers. Dans les nouveaux procédés, il faut que l'huile soit réchauffée. Sinon, ça ne marche pas pareil. Nous, on peut faire à froid complètement. On peut faire passer de l'huile à travers une fibre de coco. Dans le temps, c'était la méthode. Hein. On mettait de l'eau chaude simplement pour laver les paillasses après, c'est tout. Hein. Tonton peut dormir tranquille. Il y aura toujours quelqu'un pour faire tourner son vieux moulin. Ça guérit toutes les maladies. L'huile d'olive. C'est tonton qui nous a appris tout ce métier. C'est tout un savoir qui se transmet. Et c'est beau, c'est majestueux. C'est super de pouvoir constater que bon, l'huile est claire et quand on voit l'huile qui ruisselle comme ça, enfin nous on dit que la presse pleure, c'est vraiment super parce que on voit ces gouttelettes d'or qui ruissellent et qui sortent des scourtins, c'est divin. Durée de l'or qui coule. Toutes les fois, c'est nouveau, on attend, on ne sait pas ce qui va sortir de la presse. Plus épaisse, plus verte, plus jaune, on ne peut pas faire des grosses quantités. Hein. Rester petit, fabriquer un bon produit, et puis chaque olive qui sont dans un terrain différent peuvent apporter un goût différent. Quand on fait par exemple le ramassage d'olives, c'est une tradition, on commence par allumer le feu pour qu'à midi il y ait une bonne braise. Alors tout autour du feu, on pique nos morceaux de bois avec la saucisse dessus, l'on fait griller ou des fougasses et nous mettons dessus des anchois pilés voilà. Et avec de l'huile d'olive, bien arrosée d'huile d'olive. Celui qui peut goûter ça, c'est quelque chose d'inoubliable. Oh là là, on va se régaler, dit. Ça, c'est le naturel. Pas beaucoup de lumière dans notre moulin, ça n'aime pas la lumière. Lui, là, elle aime être discrète. Maintenant, on nous dit des fois de moderniser, mais on freine, hein, on freine. C'est beaucoup plus pénible pour nous d'y travailler, mais c'est tellement agréable lorsqu'on sait ce qui s'y est passé, les rencontres. Les gens d'antan et tout ça, c'était... Quand tonton récupère son huile, comme ça, le geste qu'il fait, je l'admire parce que ce geste, je ne l'ai pas encore. Pour lui, c'est tout facile. Il vient, il promène sa casserole. Là, on dirait que c'est tout simple, mais il faut le faire avec amour. Pour nous, c'est beau. On le vit quotidiennement. Qu'est-ce que c'est pour vous, le bonheur ? Nous, c'est tous les jours sous nos oliviers, c'est notre ciel, c'est notre soleil, c'est les arbres qui vont fleurir et qui vont nous donner la récolte d'olives, c'est la promesse de la terre, c'est le fruit de notre travail. Allez, Michel. Autrefois, l'Avesnois, c'était le pays des moulins à eau. Au XIXe siècle, on en comptait près de 350. Chaque village avait le sien. Des moulins à scier le marbre, des moulins à forge, quelques moulins à huile, mais surtout beaucoup de moulins à farine. La plupart ont été abandonnés. Certains ont pu protéger jalousement leur mécanisme, pendant que d'autres se reconvertissaient doucement en musées. Au Moyen-Âge, un simple petit ruisseau, c'était suffisant pour tourner une meule, parce qu'il n'y avait rien d'autre. Alors la plupart de ces moulins ne fonctionnaient pas toute l'année. Ils fonctionnaient qu'en hiver, quand il y avait de l'eau, et encore pas trop d'eau, parce qu'ils étaient noyés. Ils sont assez rares, les moulins qui pouvaient fonctionner toute l'année sans interruption.
Si les moulins à eau renaissent, c'est bien souvent grâce à des particuliers, amoureux de vieilles pierres, et à des associations. Le moulin de Grand Failly, lui, ne tourne plus depuis longtemps. Son propriétaire l'a acheté il y a 20 ans en ruine, avec passion et persévérance, de la débrouillardise pour trouver les matériaux et l'aide de beaucoup d'amis. Il arrive bientôt à la fin. Mon moulin sera fini, je pense, d'ici quelques années, car je voudrais quand même bien en profiter et m'asseoir un peu dans une chaise, parce que les échafaudages, les échelles, ça va bien un moment. On a la roue à mettre en place et après je pense que ça sera terminé, on finira les petits détails et là on va se reposer. Bien sûr, tout le monde n'a pas la chance d'être bricoleur. Et pour restaurer un mécanisme double roue typique de l'Avesnois comme celui-là, il faut disposer d'un petit capital de 250 000 francs. Si les Amis des Moulins du Nord-Pas-de-Calais offrent aujourd'hui un savoir-faire très précieux, les artisans qualifiés, il faut aller les chercher de l'autre côté de la frontière. Ce sont les charpentiers belges qui sont les plus compétents parce que ils ont conservé, le métier de charpentier de moulin a été conservé. C'est perpétué jusqu'à nos jours. Donc ce sont des gens très compétents, forcément, parce qu'un moulin c'est quand même une mécanique, quelque chose qui tourne comme une voiture. On ne donne pas une voiture à restaurer à n'importe qui. Outre le manque d'artisans, d'autres menaces pèsent sur la restauration des moulins. Les contrats de rivière d'abord, dans lesquels on ignore bien souvent les propriétaires. Et surtout, la tendance actuelle réclamée par les pêcheurs à vouloir revenir à l'état naturel des rivières et donc à supprimer les barrages. Un patrimoine et un décor touristique dont il serait dommage de se priver. Alors c'est très simple. Vous prenez de la farine de blé noir, de l'eau et du sel. Vous brassez bien la pâte. Vous la laissez reposer ensuite au moins 12 heures pour pouvoir l'étaler délicatement sur un bilic à bonne température. 3 minutes à peu près pour une sarrasin nature. Rien de tel qu'une belle galette de sarrasin, d'une autre et d'une autre encore. On se gèle dehors, c'est le moment. Au fait, le sarrasin, vous connaissez ? Beaucoup de personnes ne reconnaissent même pas une fleur ou un grain de sarrasin. C'est un polygonacé de la famille de la rhubarbe et c'est une petite graine noire. C'est pour ça qu'on l'appelle aussi blé noir. C'était le pain du pauvre. Le pauvre payait son impôt avec le sarrasin. Mais ce n'est pas une céréale. Et on avait bien failli, à un moment, le mettre au rayon des souvenirs, au profit du blé, du froment. Mais retour en force du sarrasin, du goût des galettes d'antan, c'est riche, ça tient au corps. Vous pouvez y ajouter du fromage, un œuf, du jambon, ou tout simplement les laisser avec du beurre de micelle. C'est excellent aussi. C'est breton. Et le breton s'est têtu, forcément. Au moulin de la Fatigue, l'outil n'a quasiment pas bougé depuis 120 ans. On moud breton d'abord, à l'ancienne, dans les volutes de farine folle. C'est le moulin qui nous mène, c'est pas lui qu'on mène. On dit conduire un moulin, mais c'est lui qui nous emmène à sa vitesse. On ne peut pas le faire aller plus vite que lui ne veut, et ne peut surtout. Il va à sa main. Une fois lancé, il ronronne toute la journée, il broie, il y a des craquements. Les dents des pieds de meule chantent, on entend le temps passer, quoi. Quand le moulin tourne, il faut être partout. Monter, descendre, être attentif à tout. Comme le meunier, la meunière est une passionnée. Encore plus que lui. Parce que lui, en fait, il est né dans ce moulin-là. Il n'a connu que ça. Alors que moi, je suis arrivée là et tout de suite, j'étais passionnée par ce moulin-là. Parce qu'il est vieux, parce qu'il a une âme, il a un passé, il a un vécu, il a une histoire. Il a travaillé avec plusieurs générations de meuniers qui ont travaillé ici avec
toujours ces mêmes gestes qui ont été transmis et tout. C'est un travail d'artiste. C'est un métier où l'art et la passion se mêlent. Quand la meule est fatiguée d'avoir écrasé le grain, on dit qu'elle chose trop. Alors les meuniers la sortent, une demi-tonne de silex à retailler, au pic, à la boucharde. Un geste qu'on ne voit plus. Je montrerai là, parce qu'il faut, là, vous cognez en travers là. Et le vieux moulin repartira encore de bon cœur. Il a un caractère et quand il change de caractère, vaut mieux... On appelle souvent le bon Dieu. Quand il se fâche, on passe du mauvais temps, mais bon, ben, il faut l'amadouer, quoi. Faut le dresser. Parole de Breton. Et puis il y a Marcel, celui qui connaît tout du moulin, de la simple courroie de sanglier à l'engrenage de cormier. Marcel qui se tait, il préfère écouter son moulin. Et vous, il vous parle, le moulin? Oui. Il faut savoir l'écouter, il faut savoir... C'est un bruit doux, c'est un bruit rassurant. Il ronronne, et en fait on arrive à ne plus l'entendre. Et quand il s'arrête, justement on l'entend parce que il est plus là, il est parti. La farine, à la sortie des bleuteries, on la met dans le creux de la main. Et on la fait rouler. Il faut qu'elle soit grasse un peu. Et quand elle roule sous la main, on pense qu'elle est bien, quoi. Qu'elle est parfaite. Parfaite pour le kick à farce, le pot-au-feu à la mode de Bretagne. L'idéal, c'est de le faire dans le chaudron, dans la cheminée. Il faut que ça mijote, d'où l'importance d'avoir à proximité de l'eau pour éteindre le feu. Autrefois, les dames participaient beaucoup aux travaux des champs. Et quand elles revenaient, il fallait bien qu'il y ait de quoi manger pour toute la famille. Alors le matin, avant de partir, elles mettaient en route un bon kick à farce. C'était populaire, on faisait ça dans nos campagnes, en remplacement du pain. On ne sert donc pas de pain avec le kick à farce. Moi, je suis fière de travailler là, fière de travailler dans un vieux moulin. Il fait partie de notre vie. Il nous réunit. Parce que on le défend à deux. On le défend à deux, ce moulin. Pour pas qu'il disparaisse. Qu'on ne l'oublie pas. Parce que on se dit, celui-là, il vivra toujours. Le printemps, dans la région du Sundgau en Alsace, tout près de la frontière suisse, est revigorant et plein de surprises. C'était une région à moulins. Chaque village en comptait plusieurs pour faire de la farine, pour faire de l'huile, pour moudre toutes sortes de produits utilisés par ces Alsaciens d'une autre belle région de leur province. Voilà, vous êtes ici en Alsace. C'est un beau vieux moulin. Un moulin ancien du XVIe siècle. Il date de 1589. Il est situé à Walheim, dans une petite commune de 700 habitants. Maintenant, je vous montre le geste que mes ancêtres ont fait depuis plus de 400 ans. C'était toujours ainsi comme ça. C'est vrai que c'était toujours ainsi comme ça. Ce merveilleux moulin, sur les bords de l'île, est là depuis si longtemps. François Huguelet et sa femme veillent sur lui et font tout pour le sauvegarder, puisqu'il n'est malheureusement plus en activité, bien qu'en parfait état de fonctionnement. La grande roue à aubes qui actionne tout le mécanisme à l'intérieur tournait déjà sous le règne autrichien de l'archiduc Ferdinand de Habsbourg. François Huguelet sait et aime faire tous les gestes de ses ancêtres meuniers.
C'est avec bonheur qu'il accomplit chacun d'eux, comme s'il voulait réveiller définitivement son vieux et beau moulin. Le grain arrive aux fêtes du moulin, sous le toit, et sera, comme jadis, versé dans un tamis. Puis il passera par cet entonnoir et sera moulu dans ce décor rare. C'est ici que vivaient le meunier et sa famille, avec le bruit des roues, le bruit de l'eau et sans chauffage central. Ils n'avaient pas beaucoup de confort, monsieur, ici. Alors ils avaient froid, non, quand même? Oh, ils avaient froid. Ils travaillaient, hein. Il fallait bien... Ils étaient en action toute la journée. Ça montait, ça descendait, ils montaient avec de monte-charge. Ils devaient mettre le grain. Ils travaillaient, enlevaient la farine. Donc ça va et vient du haut en bas. Ils travaillaient du matin au soir? Du matin au soir, oui. Ouais. Comme l'équipe maintenant. Et ils n'étaient pas si malheureux? Non. Ils étaient contents de leur sort. Et le meunier, vraiment, je crois, il était content parce qu'en plus, il ne pouvait pas partir, mais les gens venaient chez lui. Voilà. Alors il y avait toujours de la conversation, le ragot du village. C'était vraiment le journal parlait. Mais les roues ne s'arrêtaient jamais. Dans cette enceinte, en bas du moulin, on faisait de l'huile, avec ses meules séculaires et impressionnantes, l'huile de noix et de colza. Du côté maternel, ce moulin me vient de mes grands-parents, arrière-grands-parents, etc. Il est toujours dans la même famille. Et du côté de mon père, nous étions également meuniers depuis 8 générations. Jusqu'en 1970, année où le moulin s'est définitivement arrêté. Mais il est souvent inondé, comme d'autres maisons le long de l'île, et un projet de la direction départementale de l'équipement fait peur à François Huguelet parce que, dit-il, il risque de défigurer le site et de nuire à l'exploitation de celui-ci plus tard. Ce moulin, il est rarissime. Il date d'avant la guerre de 30 ans. Peu de choses ont échappé à la dévastation de la guerre de 30 ans. Et il est rare aussi qu'un propriétaire soit arrivé à le conserver jusqu'aujourd'hui, tel qu'il est, en état de fonctionnement, avec des choses d'origine. Il est mal connu, hein? Il est mal connu. Je suis originaire d'Altkirch à côté, je ne le connaissais pas. Ce qui prouve qu'on ne sait pas toujours ce qu'on a véritablement chez soi. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour le conserver? Je pense qu'une association qui aurait comme but de le conserver, de le faire visiter, ne pas de le restaurer, de pasticher, non, mais de l'entretenir pour qu'il ne se dégrade pas. Oui. Ce serait la meilleure façon d'aborder le problème. En attendant, François Huguelet, aujourd'hui à la retraite, ne se lasse pas de l'admirer et rêve du jour où, comme avant, on pourra, avec le grain du moulin, faire ce bon pain. Monsieur Huguelet, vous l'aimez beaucoup, votre moulin? Ah, ça oui. Je donnerais pour rien au monde. Mon rêve, ce serait de pouvoir survoler le temps et de retourner à l'époque où nos ancêtres faisaient ces édifices. J'aurais aimé participer à ça. Les moulins de Faugères regardent passer le vent sur la plaine languedocienne. Depuis 2 siècles, leurs ailes n'ont pas bougé. Aujourd'hui, leur histoire et leur avenir se confondent avec celui d'une dame de 86 ans, Jeanne Collignon, qui rêve. En parcourant l'Hérault pour rechercher mes ancêtres, je suis tombée sur Faugères et je suis tombée amoureuse de la maison que j'habite maintenant. Je me suis profondément intéressée à ce pays. J'ai trouvé beaucoup de ruines. J'étais très étonnée et j'ai pensé que si nous laissions ces édifices en ruine, nos arrière-petits-enfants ne connaîtraient pas l'histoire du pays. J'avais tellement été émue que j'ai décidé de fonder tout de suite une association et grâce à cette association, nous avons pu ou consolider ou restaurer 22 édifices depuis le sud jusqu'au nord du département. Jeanne est partie en croisade.
elle assaille sans relâche tous les organismes pour obtenir des aides. Mais il lui a fallu aussi convaincre les gens du pays, les viticulteurs du Faugérois. Ici, on avait plutôt coutume d'utiliser les vieilles pierres pour bâtir de petits murs dans les vignes. Et l'on ne voyait pas toujours d'un très bon œil cette étrangère qui se mêlait de vouloir restaurer les monuments. On s'est dit, bon, elle va venir, elle arrive, elle pense qu'elle va faire plus que des gens qui a des générations qui sont là. Et puis on s'est aperçu petit à petit qu'on avait un patrimoine de valeur et qu'on ne le voyait plus à force de le voir. C'était un peu comme quand on vieillit en famille et on ne s'aperçoit pas qu'on vieillit. Et c'est quand vous rencontrez un ami qui ne vous a pas vu depuis quelque temps, qui a un petit choc, on s'aperçoit qu'on a vieilli. C'était un peu comme ça pour notre patrimoine. Ce patrimoine, en attirant des visiteurs, pourrait aider l'économie locale basée sur un vin d'appellation contrôlée, le Faugère. Et l'on imagine des itinéraires mêlant dégustation et découvertes historiques autour par exemple de ces capitelles, les maisons de bergers vieilles de 4000 ans. Nous avons l'intention, quand nous aurons terminé avec nos grands chantiers, de faire le chemin des capitales pour les touristes. Les chemins de Faugère pourront conduire aussi à de petits bijoux perdus dans la garrigue, comme cette chapelle pré-romane du Xe siècle. Ils mèneront de village en village, aux châteaux, aux églises de Lorens, Cossignojoux, Roquecels, Cabrerolles, dont les noms parlent tout seuls de la mémoire des pierres. Et cette mémoire des pierres dira aussi tout le travail, l'ardeur, l'esprit des hommes qui ont bâti ces édifices. Il y a une ou deux chapelles avec les Molins qui sont le symbole de la mentalité des gens qui ont habité ce pays, autrefois. Et cette mentalité, je la respecte, je l'ai en moi, je la comprends. Et tout cela fait ma vie. Pour moi, ces édifices sont vivants, car ils ont reçu de la part de nos ancêtres leur rayonnement.